Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le micro des gynécos pour un nouvel épisode enregistré sur le congrès Infogyne à Pau dans le studio de la 19 à Gency. Léa y reçoit le docteur Bertrand Gachon, gynécologue obstétricien à la clinique Bouchard à Marseille, coordinateur principal de l'étude Instrumoda, une étude nationale sur l'épisiotomie et l'accouchement instrumental pour la prévention des lésions sphinctériennes. Bonjour docteur Gachon, aujourd'hui on a la chance de vous retrouver sur le congrès d'Infogyne pour parler de l'étude Instrumoda dont vous avez été le coordinateur principal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord les principes de l'étude Instrumoda ? Oui. L'idée de l'étude Instrumoda était de répondre un peu aux données internationales qui existent sur l'épisiotomie et l'accouchement instrumental pour la prévention des lésions sphinctériennes, qui sont des données de faible niveau de preuve, à la différence de l'accouchement spontané où on a des essais randomisés qui mettent en évidence qu'il n'y a pas de bénéfice à faire une épisiotomie. On n'a pas ces données-là pour l'accouchement instrumental parce qu'on ne peut pas mettre en place ces études-là. On ne peut pas randomiser des femmes épisiotomie, pas épisiotomie en cas d'accouchement instrumental. C'est tout simplement pas possible. On a toute une littérature internationale qui met en évidence que sur des études rétrospectives de registre, il y a un effet protecteur de l'épisiotomie dans ce contexte-là. Et une pression forte sur le plan international pour un peu généraliser le recours à l'épisiotomie, mais des données qui sont issues de pays avec des pratiques très différentes de ce qu'on voit en France, des très forts taux d'épisiotomie, des politiques de gestion du dégagement qui sont très différentes. Et donc avant de généraliser ces résultats-là à notre pratique, on a voulu voir ce que ça donnait en pratique française avec la pratique obstétricale française et ses spécificités, un peu comme ce qui avait été fait pour Prémoda, pour le siège en réponse à l'essai de Anna. Et donc on a bâti une étude en population il y a 111 centres qui ont participé où on enregistre la pratique de l'accouchement instrumental dans ce contexte-là avec épisiotomie, sans épisiotomie et sur le risque de lésions sphinctériennes dans la population qui a un risque maximal, c'est-à-dire la population des femmes qui accouchent de leur premier enfant par voie vaginale instrumentale. Et on essaie sur le plan statistique de recréer à minima les conditions d'un essai randomisé en utilisant la méthodologie des scores de propension, dans le but d'avoir des données du plus haut niveau de preuve possible qu'on puisse avoir, sans aller jusqu'à l'essai randomisé qui est pas réalisable en pratique. Juste, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est la méthodologie des scores de propension ? Le but des scores de propension est de se replacer un petit peu dans ce qu'on aurait eu avec un essai randomisé, c'est-à-dire avec des populations qui sont comparables pour à peu près tout, sauf le recours à l'intervention qui est l'épisiotomie. En fait, en fonction des caractéristiques de chaque centre, des caractéristiques de chaque accouchement, on évalue la probabilité pour une patiente donnée d'avoir ou pas l'intervention. Et on pondère l'analyse en fonction de ces résultats-là. C'est-à-dire qu'une patiente qui a un poids très important, c'est-à-dire un fort risque d'avoir recours à l'épisiotomie, va être contrebalancée par une patiente qui aurait un risque un peu plus faible. Et en fait, il y a des coefficients de pondération en fonction de la probabilité d'avoir une épisiotomie qui viennent modérer un petit peu l'analyse et on prend en compte quand même cet effet-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur du rétrospectif. Il y a un niveau d'interprétation qui est un petit peu plus poussé, qui permet de monter un petit peu en niveau de preuve. D'accord. Et donc, quels étaient les critères d'inclusion dans cette Les étude ? critères d'inclusion, on a voulu se placer dans la situation à risque maximal, c'est-à-dire que c'est la femme nullipare qui accouche par voie vaginale instrumentale, quel que soit le type d'instrument. On a considéré uniquement les présentations céphaliques. Il fallait vraiment que ce soit le premier enfant, c'est-à-dire que les femmes qui avaient accouché par voie haute, par césarienne, n'étaient pas éligibles, même si c'était leur premier accouchement par voie vaginale. On prenait les enfants prématurés, mais à partir de 34 semaines, qui est le terme à partir duquel les 3 types d'instruments, en tout cas en France, sont possibles. Et puis après, on prenait tout type de centre, c'est-à-dire qu'il y avait des centres de type 1, type 2, type 3, des maternités privées, des maternités publiques, voilà. Et alors, dans les critères d'exclusion, il y a eu les centres violant l'hypothèse de positivité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'était ? C'est un peu pourquoi ? toujours pareil. On essaye sur le plan méthodologique d'essayer de se rapprocher de ce qu'on aurait pu avoir avec un essai randomisé. C'est-à-dire qu'il faut essayer de se placer dans une situation où la patiente est en position d'être dans les deux groupes finalement, c'est-à-dire avec ou sans épisiotomie.
Et donc on a considéré, il est habituel même de considérer sur le plan méthodologique dans ce type d'analyse que les centres qui ont des pratiques dites extrêmes, donc après on fixe le cut-off à 98%, 95%, ça dépend des études. Nous on a considéré que les centres qui faisaient moins de 2% d'épisiotomie ou plus de 98% d'épisiotomie étaient des centres avec des pratiques dites extrêmes dans lesquelles, dans un essai randomisé, finalement, il n'y aurait pas eu d'inclusion dans ces études-là et les patientes n'auraient pas pu être dans l'un ou l'autre des deux groupes. Donc sur le plan méthodologique, il est plus sûr d'exclure ces femmes-là de l'analyse. D'accord. Et donc maintenant on passe aux résultats. Est-ce que vous pouvez nous donner les résultats de cette étude ? Donc les résultats, on a inclus un peu plus de 12 000 femmes sur une période d'1 an, ce qui est quand même assez considérable. Ça fait 1000 inclusions par mois dans 111 maternités en France. Après exclusion, on arrive à une population d'à peu près 11 000 femmes qui sont analysées dans Instrumoda. On avait 60% de ventouses, un peu moins de 25% de forceps et un peu moins de 20% de spatules. Et des taux d'épisiotomie qui sont en nette diminution, puisqu'il y avait 17% d'épisiotomie en cas de ventouse, et on était en dessous de 30% pour les spatules et pour les forceps. On enregistre des taux de lésions sphinctériennes qui vont entre 5 et même dans certains cas un peu plus de 10%, ce qui est un peu plus important que ce qui était décrit jusque-là dans la littérature. Probablement qu'il y a une augmentation du taux de détection. Et quand on fait donc cette analyse avec les scores de propension, finalement, l'épisiotomie n'était associée à une modification du risque de lésion sphinctérienne que dans le groupe des spatules, avec une réduction du risque de lésion sphinctérienne en cas d'accouchement instrumental par spatule avec épisiotomie, puisqu'il y avait une réduction de 3,8%, et c'était le seul groupe où il y avait un effet qui était statistiquement significatif. Pour le forceps, on avait des taux de lésion sphinctérienne qui étaient autour de 10%, donc qui étaient quand même assez importants, mais sans effet de l'épisiotomie. Et pour les accouchements par ventouse, on avait des taux de lésion sphinctérienne qui étaient autour de 5%. Là encore, sans effet statistiquement significatif de l'épisiotomie, on voyait un petit effet, mais qui n'atteignait pas le seuil de significativité. Donc finalement, le seul groupe où l'on observe un effet, c'est l'accouchement par spatule, qui est un groupe un peu franco-français. C'est une pratique qui n'est pas très internationale, l'accouchement par spatule. On a ensuite regardé si le recours à l'épisiotomie était associé à la morbidité maternelle et néonatale immédiate, c'est-à-dire c'est habituel. Quand on met en place une intervention, il faut également en évaluer les effets négatifs. Pour la morbidité maternelle immédiate, on a utilisé un critère composite où l'événement était retenu s'il y avait recours à une transfusion sanguine, s'il y avait besoin de mettre à plat un hématome périnéal au cours du séjour, s'il fallait mettre en place une sonde urinaire pour une rétention aiguë d'urine, si la mère était admise en unité de soins intensifs et s'il y avait besoin de faire intervenir l'équipe de psychologues au cours du séjour. Donc s'il y avait un de ces événements, le critère morbidité maternelle était retenu. Donc dans les données, après application du score de propension, pour ce qui est des ventouses, le taux de morbidité maternelle était autour de 10%. Il n'y avait pas d'effet de l'épisiotomie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de différence significative en fonction du recours à l'épisiotomie. Et pour ce qui était des spatules et des forceps, on observait un peu le même effet qui allait dans le sens d'une augmentation de la morbidité maternelle immédiate en cas de recours à l'épisiotomie, avec une augmentation d'à peu près 4% en valeur absolue. On passait grosso modo de 8 à 12% de morbidité maternelle dans ces groupes-là. Pour ce qui était de la morbidité néonatale immédiate, là encore, c'était un critère composite qui était retenu. En cas de survenue d'un pH inférieur au cordon inférieur à 7,10, d'un Apgar inférieur à 7, une admission en soins intensifs, le décès de l'enfant, la mise en hypothermie et l'existence d'un traumatisme au niveau du pôle céphalique. Et cette fois-ci, on a observé des résultats un peu plus dissociés puisqu'il y avait, en cas de ventouse, une augmentation de la morbidité néonatale immédiate en cas de recours à l'épisiotomie. C'est-à-dire que quand on faisait l'épisiotomie, les enfants allaient un petit peu moins bien. Pas d'effet dans le groupe des spatules, et dans le groupe des forceps on observait par contre une réduction de la morbidité néonatale immédiate en cas de recours à l'épisiotomie, avec une réduction de l'ordre de 4% qui était significative sur le plan statistique. Donc au final, par rapport à ce qui est décrit à l'international avec des taux d'épisiotomie à plus de 80%,
En pratique française, avec des taux bien inférieurs à 30%, et encore une fois dans la population la plus à risque, on est sur de la femme nullipare, on observe des taux comparables de lésions sphinctériennes. C'est-à-dire, c'est le premier constat, c'est qu'avec une pratique restrictive de l'épisiotomie, on a des taux de détection de lésions sphinctériennes qui est comparable à ce qui est décrit sur le plan international. Finalement, le seul groupe où il y a un effet qui peut être discuté de l'épisiotomie, c'est le groupe des spatules, avec une réduction qui reste marginale. On est à moins de 3,8%, encore une fois, en absolu, mais au prix d'une morbidité maternelle qui vient augmenter, qui est de plus 4,8%, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans bénéfice sur le plan néonatal. Donc pour l'instant, l'interprétation qu'on fait de ces résultats-là, c'est que certes, il existe un petit effet significatif sur le plan statistique qu'on ne peut pas négliger, mais avec un poids de morbidité maternelle et un caractère marginal de la réduction du risque qui fait qu'on ne peut pas généraliser le recours à l'épisiotomie dans l'accouchement instrumental, quel que soit le type d'instrument. Et qu'on ne peut pas encourager un recours à l'épisiotomie dite systématique dans ce contexte-là. Et après, on va avoir besoin d'analyses secondaires pour essayer d'affiner un peu ces modèles-là, essayer de se placer dans des situations à risque encore un peu plus important, parce qu'il y a quand même cet effet statistique qui existe, et il est possible que dans une situation encore un peu plus à risque, quand on fait un accouchement instrumental par spatule en variété postérieure chez une femme nullipare, peut-être que les niveaux de risque sont un peu différents et que le ratio entre la réduction du risque de l'OSA et la morbidité maternelle immédiate peut être différent et peut être un peu plus en faveur du risque en faveur du recours à l'épisiotomie. Donc ça, c'est des analyses qui sont prévues dans les mois à venir. Merci beaucoup, Dr Gachon, pour toutes ces données importantes sur cette grosse étude Instrumoda auquel beaucoup de centres en France ont participé. Si vous aviez un message clé à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui concernant cette étude. Je remercie encore une fois tous les gens qui ont participé à ce projet-là, que ce soit des seniors, que ce soit des internes, parce que je sais que les internes ont beaucoup participé à cette étude-là. C'est une étude dont on va parler, je l'espère, pendant pas mal d'années, parce qu'il y a une grosse base de données qui a exploité, donc il y a beaucoup de travaux qui sont prévus, des travaux annexes. Donc voilà, c'est une base qui est partagée et que je serais ravi de partager avec tous les gens qui ont des souhaits de faire des analyses pour améliorer la santé des mères et des enfants dans le contexte de l'accouchement instrumental, qui est l'objectif un peu plus large d'Instrumoda au-delà de la question initiale de recherche. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.